Connaissez-vous l'ultra-crépidarianisme ? C'est l'art de dire tout et parfois n'importe quoi sur un sujet sur lequel on n'a pas spécialement de compétences. Et depuis quelques semaines, les ultra-crépidariens sont nombreux à écumer les plateaux de télé pour commenter et expliquer le coronavirus. Ils sont éditorialistes, hommes politiques, parfois même médecins, mais ils s'expriment en tant qu'experts dans un domaine dans lequel ils n'ont pas cette expertise. Pour en parler, nous sommes avec un expert sociologue des médias. Bonjour Jean-Marie Charon. Bonjour. Question basique, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Où êtes-vous confiné ? Eh bien, écoutez, en Normandie, à côté de Rouen. Est-ce que cet art de dire tout et n'importe quoi à la télé, vous le trouvez en hausse ces derniers temps de coronavirus ? Ou est-ce qu'on y est plus sensible à cause de la crise ? Ou est-ce que ce n'est pas davantage que d'habitude ? Écoutez, je pense que c'est davantage que d'habitude parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est la complexité du sujet auquel on a affaire, le Covid-19, c'est-à-dire une situation dans laquelle on doit parler sur un sujet donc dans lequel la recherche est en train de se faire. C'est-à-dire que par rapport à nos codes habituels, c'est-à-dire pouvoir se référer à un certain nombre de spécialistes ou de grandes catégories qui ne font pas débat, eh bien là, on est obligé de se débrouiller avec un paysage très mouvant, avec des débats, des controverses, y compris entre les chercheurs, y compris les vrais chercheurs et les vrais experts. Alors je voudrais qu'on entende d'abord pour situer le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est lui-même exprimé sur le sujet. C'était mardi dernier à l'Assemblée nationale. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, je pense qu'effectivement on a affaire à un certain nombre de médias qui sont devenus très très importants dans notre paysage aujourd'hui, notamment les médias d'information en continu. On a eu aussi ce format des éditions spéciales, cette espèce de cette tendance à avoir des programmes qui se spécialisent sur cette crise et qui vont durer très longtemps, pas forcément à longueur de journée, mais pendant des heures durant. Et ça donne effectivement un espace particulier, je dirais, à une catégorie que je resituerais autour de ce que j'appelle moi les éditorialistes et un certain nombre d'animateurs. Alors pourquoi autrement dit, ils sont plutôt omniprésents parce qu'ils sont disponibles, ils savent s'exprimer, ils sont collaborateurs habituels éventuellement de ces antennes. Et en même temps, c'est vrai qu'ils sont incompétents et surtout, si vous voulez, lorsqu'ils interviennent sur leur domaine, qui est souvent la politique ou un certain nombre de cadres traditionnels, ils savent jusqu'où ils ne doivent pas aller. Oui. Là, en revanche, ils sont dans un domaine qui leur est complètement inconnu et ils ne se rendent pas compte des moments où ils sortent complètement de la route. Et ce qui me paraît très contre-productif, c'est qu'on a une période où, on le dit souvent, les réseaux sociaux sont porteurs de très nombreuses nouvelles, y compris fausses nouvelles. Et donc, il y a quelque chose qui est devenu très crucial dans les médias, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking ou la vérification. Ouais. Et là, ces gens-là sont en train, je dirais, de ruiner un peu le travail que font les médias, qui est justement d'essayer de devenir des référents, de plus en plus des référents face à tout ce qui circule par ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus complexe que parfois ces éditorialistes sont dans un média qui lui-même pratique le fact-checking. Alors quand on pense à cet art de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas ou pas trop, on pense aux éditorialistes et parmi ceux qui se font le plus épingler sur les réseaux sociaux, il y a Christophe Barbier, éditorialiste sur BFM TV. On va entendre un extrait, c'était le 25 février. Je rappelle qu'à cette époque, le 25 février, beaucoup prenaient le coronavirus pour une simple grippette. Tout risque sanitaire sous-estimé, c'est un problème. Rappelez-vous la canicule de 2003. Après, l'autre risque, c'est de plonger dans la psychose d'une population alors que la contagion n'est pas si terrible ou que ceux qui attrapent la maladie ne meurent pas tant que ça. Mais vous voyez, dire cela, c'est déjà prendre un risque politique. Donc, il faut faire attention et peser le pour et le contre. À un moment donné, l'arbitrage va être pour ce gouvernement de peser le pour et le contre entre l'économique et le sanitaire. Jusqu'où, pour protéger la population, on prend le risque d'une crise économique. On peut interdire tous les touristes dans notre pays, on peut interdire des importations d'objets, mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Oui, mais la vie n'a pas de prix. Et ben voilà, la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors je vais me faire son avocat, est-ce que c'est pas sa fonction d'éditorialiste de donner son avis sur tout, même sur des sujets qu'il maîtrise moins bien ?
Si vous voulez, le problème des éditorialistes, c'est qu'ils sont tout à fait préparés à traiter d'ailleurs les sujets dont il a beaucoup parlé là à l'antenne, c'est-à-dire le cadre politique, les questions de décision, mais plutôt politique, c'est-à-dire que c'est vraiment leur domaine de référence traditionnel. Ouais. Là, effectivement, ils sont obligés d'en sortir complètement. Et là, qu'est-ce qui prend la place? C'est une forme de bon sens. Ce sont leurs a priori personnels, sa vision des personnes âgées, par exemple, là, en l'occurrence. Et si vous voulez, là, il est complètement, il est en roue libre et il devient complètement contre-productif. D'autant que, si vous voulez, la fonction des médias, elle a changé. Je veux dire, quand on est face au débat public traditionnel, au débat d'idées, etc., chacun d'entre nous a des repères. Bon, là, je suis pas d'accord avec lui, etc. Mais là, dans les médias sont devenus une ressource pour les gens qui chacun en plus sont confinés chez eux, qui n'ont pas beaucoup de possibilités d'échanger avec leurs proches, etc. Et donc, il y a une utilité des médias. Et lorsque les médias se mettent à se tromper, à ne plus être fiables, eh bien, ils ont souvent, ces mêmes personnes ont le sentiment d'être mises en danger. Et là, vraiment, au sens propre, moi, j'avais souvent... Attendez, je voulais faire entendre Jean-Marie Charon, parce que le temps tourne, il y a des éditorialistes qui sont là pour donner leur avis. Surtout, il y a aussi des présentateurs qui parfois sortent de leur rôle. Un exemple, Pascal Praud, ça a été noté, présentateur de l'émission L'heure des pros sur CNews. Et c'était, il y a 3 semaines, c'était le 16 avril. Quand j'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron, le 11 mai, parce que les profs, ils vont pas l'aider, dire qu'ils ne veulent pas rentrer, parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire aussi pas des amis en disant ça, mais globalement les profs, il y a un moment, faut y aller. Faut y aller le 11 mai. Les enfants, ils sont asymptomatiques et ils transmettent peut-être pas le virus, donc faut y aller, quoi. Et c'est comme les postiers, disons-le, les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est la fonction publique. Au départ, il n'avait pas de... Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique. Très rapidement, Jean-Marie Charon, dans quelle mesure une prise de position personnelle comme celle-ci n'accentue-t-elle pas la défiance envers les médias ? Tout à fait. Et là, il faut s'interroger sur le pourquoi ce genre de propos va être à ce point-là mis en avant par les médias. Et je pense que là, ça nous renvoie à une autre question qui est l'évolution des rédactions et peut-être la baisse, si vous voulez, d'un profil qu'on connaissait bien jadis, qui était le spécialiste notamment dans les domaines scientifiques, et qui là, aujourd'hui... est devenu rare. Alors, puisque vous en parlez, ça sera la deuxième partie de ce passionnant entretien, puisque parfois, même les spécialistes eux-mêmes se mettent à déraper, justement, quand ils sortent dans leur domaine strict de compétences. Ça sera juste après ça. On marque une pause et on vous retrouve, Jean-Marie Charon. Ceci est un message de l'assurance maladie. Pendant l'épidémie, l'assurance maladie se mobilise pour protéger la santé de tous et répondre à vos demandes grâce à ses services en ligne. Avec le compte Amélie sur amélie.fr ou sur l'application, vous pouvez suivre vos arrêts de travail, vérifier vos remboursements, télécharger une attestation de droit ou d'indemnité journalière ou encore commander une nouvelle carte vitale en cas de vol ou de perte. Pour trouver des réponses à vos questions générales sur vos droits et démarches, vous pouvez aussi vous rendre sur le forum Amélie. L'assurance maladie. Je me sentais prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Alors je me suis inscrite sur Disons Demain, j'ai entré vélo dans mes centres d'intérêt, et voilà Philippe. Depuis, c'est balade tous les week-ends. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Carrefour. Ensemble, restons mobilisés même après la fin du confinement. Pour permettre à tous nos clients de pouvoir s'équiper avec un masque de protection, nous vendons dès aujourd'hui à prix coûtant des lots de 5 ou 10 masques chirurgicaux certifiés AFNOR directement en caisse. Restons solidaires et ne prenez que la quantité nécessaire pour votre famille. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour. Dans la limite des stocks disponibles, retrouvez l'ensemble de nos engagements et la liste des magasins participants sur carrefour.fr. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. Dès maintenant et jusqu'au 15 mai, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez le faire en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Continuez de rester chez vous. Pôle emploi redouble d'efforts pour vous soutenir, vous accompagner et vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Jean-Marie Charon, sociologue des médias, nous parlons de ce phénomène qui apparaît de plus en plus dans les médias en ces temps de crise, l'ultra-crépidarianisme. Ce sont tous ces gens qui disent tout et parfois n'importe quoi sur un sujet sur lesquels ils n'ont pas spécialement de compétences. On a parlé des éditorialistes, on a parlé des présentateurs télé, puisque les chaînes d'infos sont très très regardées et il faut nourrir la bête. Il y a des heures et des heures de direct, mais il y a également parfois des grands spécialistes, même parfois des médecins qui ne sont pas d'accord entre eux. Je vais donner un exemple, c'est le virologue français Luc Montagnier, c'est pas n'importe qui. Il est prix Nobel de médecine 2008 pour sa découverte du virus du sida. Et il était le 17 avril sur CNews, dans l'émission L'heure des pros de Pascal Praud. Il expliquait que le virus n'était pas d'origine animale, mais il sortait d'un laboratoire de Wuhan. Je rappelle, c'est le prix Nobel de médecine qui parle. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Ah, moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire, d'horloger, on peut dire, au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Il est spécialiste du sida, je le précise, pas du coronavirus. On a également entendu Philippe Douste-Blazy s'exprimer. Il est homme politique, mais il est aussi ancien cardiologue et ancien ministre de la Santé. Il était l'invité de BFM TV le 24 février. Il faut aussi savoir qu'il y a de bonnes nouvelles. Ça reste quand même un virus respiratoire. Ce virus respiratoire saisonnier, on les connaît. On connaît les coronavirus d'ailleurs qui ne sont pas dangereux. On connaît la grippe. Et on sait qu'au printemps, en général, ils disparaissent. Donc ça veut dire que le coronavirus va disparaître au printemps, au mois d'avril, au mois de mai ? En tout cas, le coronavirus, le SRAS, celui de 2002-2003 qui était en Chine, au printemps, il a disparu. Donc, mais il faut vraiment que les gens qui nous regardent ne rentrent pas dans une panique. Il faut vraiment que les gens qui nous regardent ne rentrent pas dans une panique. Le virus aura disparu au printemps. Philippe Douste-Blazy, médecin, c'est peu dire qu'il s'est trompé. Et le prix Nobel de médecine qui défend la thèse du virus fabriqué en laboratoire. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean-Marie Charon ? Ça m'inspire qu'on a une évolution des rédactions ces dernières décennies où, si vous voulez, on a de plus en plus recherché des journalistes spécialisés, des journalistes généralistes capables de traiter de nombreux sujets. Et on a eu tendance, pour des raisons parfois d'arbitrage économique ou d'autres, à diminuer le nombre de ce qu'on appelait les spécialistes, et notamment les spécialistes santé ou les spécialistes sciences. Ça sert à quoi un spécialiste ? Eh ben d'abord, il a du temps, davantage de temps, et donc à voir quelle est la carte, si vous voulez, d'un domaine de recherche. Quel est le panorama et comment on fait ? Eh bien, on regarde quels sont dans les publications scientifiques, ceux qui font référence ou ceux qui vont être davantage mis en cause. On va dans les colloques, on regarde là encore qui est cité, qui ne l'est pas. Ouais. Et là, ça permet, sur un sujet déterminé, de dire celui-là est pertinent, celui-là ne l'est pas. Si vous voulez, dans la recherche, il y a deux problèmes. Il y a des gens, effectivement, qui sortent de leur domaine de compétences parce qu'ils sentent que l'actualité les y pousse. C'est peut-être ce qui se passe avec le professeur Montagnier. Et puis il y a des gens, à l'inverse, qui sont très compétents et qui n'ont pas envie de s'exprimer dans les médias. Donc vous voyez, il y a toujours cette tension. Et là, il faut que le journaliste spécialisé, lorsqu'il joue son rôle, il puisse dire notamment à sa hiérarchie, non, celui-là, tu ne peux pas l'inviter. Il est peut-être sur tous les plateaux, mais il est en train de nous embarquer dans une affaire dans laquelle on va complètement se décrédibiliser. On est bien d'accord. Merci beaucoup Jean-Marie Charon. Je rappelle que vous êtes sociologue des médias. Je vais juste dire que le terme ultra-crépidarianisme apparaît pour la première fois en 1819. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est cette fois exacerbé. Culture Média continue après le rappel.